Bonjour à tous, alors une nouvelle série de vidéos et on a décidé de vous montrer ce qu'était la conservation dans un musée et pour l'expliquer on va demander à Joanne qui se trouve à côté de moi. Joanne, d'abord qu'est-ce que c'est ton titre et puis qu'est-ce que c'est la conservation? Alors moi je travaille au musée et ça tombe bien parce que je suis responsable de la conservation au musée avec toute mon équipe. Et on s'occupe des collections du musée de la Grande Guerre. D'accord. Donc au sens très très large, on enrichit les collections, donc on achète ou alors on reçoit des dons. Également on les conserve, donc soit on les restaure, soit on fait tout ce qu'il faut pour qu'elles soient conservées le plus longtemps possible, ou alors on les diffuse, on les fait connaître par des expositions, par des publications, et également on les étudie, on travaille dessus, on recherche, on fait des études pour essayer de mieux les comprendre, de les restituer dans leur contexte. D'accord. Donc en fait, tout ce que les gens peuvent apprendre quand ils sont dans le musée sur les collections, en fait, c'est vous qui les fournissez au public, finalement. C'est ça, parce que c'est important de rappeler qu'en fait un musée, c'est déjà avant tout une collection. Et au musée de la Grande Guerre, notre collection, ce n'est pas que des peintures, ce n'est pas que des dessins, des arts graphiques. On a des canons, on a des uniformes, on a des armes, on a des objets du quotidien. Tout ça, ça fait aussi la richesse de nos collections et la richesse de notre métier. Effectivement, parce que du coup, forcément, on ne garde pas un canon comme on garde un tableau, en bon Exactement, état en tout c'est cas. ça. Hein. Et on n'accroche pas et on n'installe pas un canon comme on installe une peinture. Ah oui, effectivement, ça peut se comprendre. Et donc ça fait de nombreux métiers finalement. La conservation, c'est pas juste le mot conservation, ça veut tout et rien dire. Hein. Et c'est ce qu'on va découvrir du coup dans un ensemble de vidéos. Alors, Joanne nous a parlé de ce que c'était la conservation et exactement ce que c'est ton métier à toi. Qu'est-ce que tu fais Alors moi déjà je ne suis pas tout seul pour travailler sur les collections, je travaille avec mon équipe, nous sommes 5 et mon travail plus précisément c'est vraiment de donner la direction scientifique du musée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme exposition, qu'est-ce qu'on va acheter comme collection, quelle direction on prend pour acheter par exemple. Par, moi, j'ai un axe plus sociétal depuis quelques années. J'achète moins de militaires pour acheter plus d'objets qui évoquent les femmes, les enfants, l'arrière. Donc mon travail, c'est plutôt de réfléchir en échangeant avec des collègues d'autres musées, avec des conservateurs, avec des historiens sur qu'est-ce qu'on veut, quelle orientation on donne scientifiquement au musée de la Grande Guerre. Donc le choix des expositions, le choix des acquisitions, le choix des projets d'études, et puis aussi on va dire, de réfléchir sur les orientations qu'on donne sur la politique de conservation-restauration. Qu'est-ce qu'on va restaurer? Parce qu'on a beaucoup d'objets. On a des moyens qui sont corrects, mais on ne peut pas tout restaurer non plus. Donc qu'est-ce qu'on restaure? Et tout ça, ça donne une forme d'identité au musée de la Grande Guerre et à nos collections. Oui, parce que du coup, c'est des choix. On pourrait avoir deux musées différents sur le même thème, ça ne donnerait pas la même chose parce qu'on oriente les choses différemment. Alors, je travaille avec mes collègues aussi de la direction du musée. On discute aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les orientations. Et enfin, on échange plutôt. Et tout ça, ça se fait en lien avec l'équipe de direction, puis aussi avec mes collègues du service de la conservation, qui sont aussi force de proposition. Et moi, je suis très à l'écoute de leurs propositions sur tous ces sujets en lien avec l'histoire de la Première Guerre mondiale et nos collections. Donc voilà, vous savez donc maintenant ce qu'est le poste de responsable des collections du musée de la Grande Guerre, c'est-à-dire un poste très très complexe avec plein de choses à faire. Mais très riche aussi, il y a beaucoup de choses, on apprend tous les jours et c'est ça qui est super. Alors, on est sur une nouvelle vidéo dans notre série sur la conservation au musée de la Grande Guerre. Alors, après avoir découvert le musée de conservateur, conservatrice, et bien là, c'est le tour du métier de régisseuse des collections. Alors, Charlotte, ça consiste en quoi ton métier? Alors, le métier de régisseur des collections, c'est essentiellement la gestion de la collection, la gestion matérielle des collections, à la fois pour ce qui est exposé dans le musée et ce qui est aussi conservé dans les réserves.
Ok. Donc le métier, en fait, ça va consister à surveiller que tout se passe bien, quoi. En gros, ou alors c'est juste des tableaux. Ou... Non, c'est finalement plus concret que ça. Ouais. En fait, on est vraiment au contact des objets. Et par exemple, une de mes missions principales, c'est de superviser tous les mouvements d'œuvre. Quand nos œuvres se déplacent, alors elles ne se déplacent pas toutes seules, c'est nous qui le faisons, on a des protocoles, on fait attention à chaque manipulation. Donc on peut être amené à les déplacer quand on prête des œuvres à d'autres musées, ou bien quand on fait venir des œuvres d'autres musées, notamment pour nos expositions temporaires par exemple. Ok, donc du coup, si les œuvres d'un autre musée, ça devient un peu de ta responsabilité quand elles arrivent ici, même un peu beaucoup d'ailleurs. Exactement, et on n'a pas intérêt à les abîmer. Ouais, effectivement. Et du coup, on voyage peut-être un peu dans ton métier, ça peut arriver, non? Je suppose. Oui, effectivement, quand on prête des œuvres à d'autres musées, on peut être amené à convoyer, c'est-à-dire accompagner les œuvres, justement vérifier que tout se passe bien à chaque étape du transport, de l'emballage, du déballage et de l'installation en vitrine. Donc effectivement, comme le musée de la Grande Gare a déjà prêté à d'autres musées, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Et dans ce que tu surveilles, il y a quoi comme élément que tu surveilles par rapport aux objets? Alors moi je vais surtout être amenée à surveiller l'état de conservation des objets, c'est-à-dire que leur état doit rester stable surtout, et ça implique un certain nombre de facteurs. Ça peut être le climat, donc la température et Ouais, l'humidité dans météo, le bâtiment. hein, C'est ça, exactement. Heureusement, on ne dépend pas trop de la météo extérieure, et puis ça peut être l'éclairage ou les conditions de présentation des œuvres. Ok, très bien. D'autres choses à rajouter sur ton métier? Donc, ça fait déjà pas mal de tâches. Ça hein. fait déjà pas mal. Ok. Ben voilà, donc vous savez maintenant ce que c'est une régisseuse des collections. On va retrouver Charlotte ensuite dans d'autres vidéos concernant toujours la conservation. Alors, on a découvert le métier de régisseuse des collections et maintenant on va aller voir où elle travaille et on y va tout de suite. Et venez, on va bichonner. Alors donc nous voilà dans la salle de bichonnage. Alors c'est quoi une salle de bichonnage? C'est un petit terme extrêmement technique, je crois. Alors effectivement, ce n'est pas une appellation officielle. C'est nous qui avons décidé de la baptiser comme ça, parce qu'on y bichonne nos œuvres, on en prend soin. En fait, c'est tout simplement notre salle de travail. C'est pas les réserves, c'est pas le musée, c'est la salle où on va être amené à travailler. On va travailler autour des œuvres. Alors du coup, on y fait quoi comme genre de travail? C'est quoi bichonner un objet du coup? Alors, bichonner un objet, alors ici, tous les objets vont transiter en fait par cette salle quand ils arrivent au musée, que ce soit des prêts extérieurs, mais aussi par exemple des acquisitions ou des dons. C'est ici qu'on va les traiter, les dépoussiérer, cirer les cuirs qui en ont besoin par exemple, avant qu'ils soient emmenés soit dans le musée, soit dans les réserves. D'accord, très bien. Et donc ça peut être par exemple les mettre dans des caisses pour pouvoir les conserver, ça peut être préparer les mannequins, ce genre de choses du coup. Exactement. Donc quand on prépare les expositions, tous les objets transitent par ici. Évidemment, quand on veut les présenter dans le musée, on va les préparer en quelque sorte. Donc par exemple, on va être amené à faire des mannequinages. Ça c'est pour toutes nos collections d'uniformes et de militaria. Pour les objets qui vont être amenés à être stockés en réserve, moi aussi je réalise des conditionnements sur mesure pour chaque objet, dans des mousses, dans des caisses, avec des matériaux spécifiques à la conservation, qui vont permettre de les conserver de la meilleure manière possible et en même temps d'optimiser l'espace de stockage qu'on a de disponible. Ou encore faire ce qu'on voit là, c'est-à-dire, comment ça s'appelle ce principe-là? Alors c'est une anoxie, donc on réalise une sorte de petite bulle où on prive l'intérieur de cette bulle d'oxygène. Ça permet d'éliminer tout risque d'infestation par les insectes. Ok, très bien. Bon, bah voilà, maintenant on sait ce qu'est la mystérieuse salle de bichonnage, marque déposée Musée de la Grande Guerre, et puis on va découvrir d'autres choses sur la conservation dans d'autres vidéos. Alors pour que le public sache ce qu'il y a à savoir sur les objets, eh bien il faut faire des recherches, il n'y a pas de secret, et on est à l'endroit qui est le plus approprié, Joanne, sur la question, donc le centre documentaire. Oui, notre centre de documentation qui conserve un fonds ancien, qui est très important, plusieurs milliers d'ouvrages, et puis un fonds contemporain. Donc un fonds contemporain, c'est les ouvrages les plus récents, depuis les années 1960, sur la Première Guerre mondiale. Et ces livres, ces manuels, toute cette matière, c'est pour nous très précieux pour travailler, étudier nos collections.
Effectivement, oui, pour tout simplement oui, comprendre ce que l'on a dans les mains et puis l'expliquer, le transmettre au public. Oui, alors c'est un centre de documentation qui est surtout un outil de travail pour les gens qui travaillent au musée, aussi bien à la conservation que pour le service des publics, Ouais, les ça, médiateurs, je confirme. Hein. quand vous devez préparer une visite. Et c'est nous, pratiquement notre outil de travail au quotidien. On vient, on regarde les... Alors là, c'est du fonds ancien, donc c'est des conférences pour les officiers de réserve. Ça peut nous donner des idées aussi quand on prépare un projet, une exposition. Et puis, ça permet aussi de revenir un peu à l'essentiel de notre sujet, sur quoi on travaille, sur le fond, en fait. Et ça nous permet de réfléchir sur nos collections, de les documenter, d'enrichir les informations, parce que les collections, elles sont complexes quand même. Oui, même avec tout ça, il y a des fois, il faut rechercher encore et encore. Oui, parce qu'on n'a pas tout en fait au centre de documentation. Donc après, on a des outils de recherche en ligne et puis on partage les informations avec des collègues d'autres musées ou d'autres institutions qui travaillent sur cette période-là. Voilà, donc là, vous êtes dans le cœur de l'information historique concernant les collections et qu'on va donner au public ensuite. Alors, la question qu'on peut se poser, quand on parle de la conservation, c'est comment on conserve les objets, c'est les conditions de conservation des objets. Là, on est dans la réserve avec Charlotte, et donc là, on est où en fait ? Alors, on est dans un lieu très stratégique du musée. C'est là où sont conservées la majeure partie de nos collections, à peu près 90% en fait de nos objets. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que ces collections-là soient conservées le mieux possible. Donc, la réserve, c'est un lieu où on va faire très attention au climat, donc à la température, à l'humidité dans l'air, aux risques d'infestation comme les insectes. Et on va aussi beaucoup ranger et organiser cette réserve et notamment localiser les objets. Tout est cartographié. Donc là, par exemple, on se trouve dans la travée allemande, à côté des casques. Donc on range aussi par typologie de collection dans cette réserve. Ici, on est sur plutôt de la 2D, en fait. Oui, c'est vrai que finalement, c'est à peu près 70% de nos collections. Ce qu'on appelle les 2D, ça va être tout ce qui est en papier, les cartes postales, les affiches, les revues, les journaux, les correspondances. Ça peut aussi concerner les plaques de verre, par exemple, qu'on conserve en très grand nombre et qui sont une source de documentation formidable pour l'époque. Et là, eh bien, on a pris de la hauteur. Et pourquoi est-ce qu'on a pris de la hauteur, Charlotte ? Alors, on se trouve sur la mezzanine. L'installation de cette mezzanine dans notre réserve nous a permis de gagner beaucoup de place de stockage. C'est un enjeu majeur pour nous. Nos collections, elles vont continuer à grandir et forcément, il va toujours falloir trouver plus de place. Plus de place, l'obsession de la conservation. C'est ça. Alors, les conditions de conservation, c'est quelque chose, une question qui se pose aussi, mais bien sûr dans le musée. Par exemple, avec les affiches que l'on a, les affiches des collections américaines. Oui, exactement. Dans les réserves, c'est facile, on les met dans des meubles spécifiques, à plat, à l'abri de la lumière. Quand il faut les présenter au public, eh bien, on va les faire restaurer par une restauratrice spécialisée art graphique. On fait un montage en passe-partout et on les encadre pour les accrocher. Une chose à laquelle on doit faire très attention, c'est l'éclairage. Tout ce qui est en papier est très sensible à la lumière. La lumière, ça fait partie des ennemis des collections. C'est pour ça que des fois on dit que c'est un peu sombre dans le musée. Voilà, c'est pas pour vous faire vous pencher sur les cartels, c'est vraiment pour une question de préservation des œuvres. Alors, on a souvent montré les uniformes dans les collections, mais en fait, ces uniformes, pour pouvoir les voir correctement, il y a des conditions de conservation aussi, évidemment. Exactement. Finalement, c'est assez similaire au papier. Le textile est aussi sensible à l'éclairage. Donc, c'est pareil, on doit faire attention à l'intensité de l'éclairage. Ici, par exemple, dans cette salle où on n'a que des uniformes, finalement, on a choisi de mettre des spots qui ne s'allument que quand il y a du passage pour économiser des heures d'éclairement sur les œuvres. Sur les œuvres, parce que les œuvres, elles ont un certain temps de tolérance à la lumière. En fait. C'est ça. Les tissus peuvent se décolorer au bout d'un moment si on les éclaire trop et trop souvent. Et il y a d'autres ennemis, du coup, qui peuvent menacer ? Oui, dans le musée, on fait aussi très attention à toutes sortes d'infestations. Les insectes, ça peut être les mites, par exemple, qui vont aussi adorer les textiles et éventuellement les endommager. Très bien.
Bon, bah, vous voyez, c'est comme ça qu'on prend soin des collections dans le musée. On y fait bien sûr très attention. Alors, on est ici pour parler de deux grosses activités qui occupent les gens à la conservation, notamment quand on est régisseuse des collections. Et qu'est-ce que c'est ces deux activités, Charlotte? Alors, il y a d'abord l'inventaire. Le fait d'avoir un inventaire, c'est très important. L'inventaire, c'est un document juridique qui liste toutes nos collections et qui atteste que le musée en est bien le propriétaire. Chaque objet de nos collections a son numéro d'inventaire, qui est un numéro unique, et qui est un petit peu sa carte d'identité, qui va nous permettre de l'identifier. Je rappelle qu'on a à peu près 75 000 objets dans les collections. Oui. Ça peut être pas mal de les différencier les uns des autres. Donc, par exemple, voilà, chaque objet a une fiche d'inventaire qui va permettre d'avoir ses caractéristiques, son état de conservation. Okay. Et c'est donc, ce qu'on voit sur les objets là, c'est en rapport avec ça, du coup. Absolument. Chaque objet a son étiquette. Et ensuite, on va avoir pour mission, en tant que Musée de France, de récoller, c'est-à-dire de vérifier notre inventaire. Une fois tous les 10 ans, ça s'appelle le récollement décennal, on va vérifier que chaque objet est bien à sa place, on va vérifier son état, et donc on va vérifier que le numéro d'inventaire correspond bien à l'objet qu'on a devant nous. Ok, oui, parce que là, on voit il y a des tas de bidons qui pourraient beaucoup se ressembler, et donc c'est grâce à ça qu'on peut les différencier les uns des autres. Exactement. Là, c'est des bidons français. Bon, bah, entre un bidon et un autre bidon, oui. Il va falloir effectivement savoir lequel est lequel. Donc ça, c'est très important. Il y a une autre forme, il y a l'air d'avoir des chiffres qui sont un peu les mêmes que là sur l'objet directement. Oui, quand on fait le récollement, on essaye, quand on peut, de procéder au marquage. Donc on marque l'objet directement. Si jamais on perd l'étiquette, on a une solution de secours pour identifier l'objet. Alors évidemment, tout est réversible. Oui, on prend soin de nos objets. On essaye. Voilà. Donc vous venez découvrir ce que c'est que l'inventaire et le récollement, et puis on va découvrir d'autres choses sur la conservation dans d'autres vidéos. Alors, on a vu que c'était un véritable enjeu de garder les collections en bon état, de les protéger un maximum. Parfois, il faut aller plus loin que ça. Parfois, les objets, ils ont besoin qu'on s'occupe un peu plus d'eux. C'est le moment de les restaurer. Hein, c'est la restauration, Joanne. Donc, ça consiste en quoi ? Alors, il faut rappeler que déjà, on est musée de France. Le musée de la Grande Guerre est un musée de France et donc on doit faire appel à des restauratrices qui ont l'habilitation à travailler avec les musées de France. Et nous, on les sollicite, comme nos collections sont très diverses, pour différents matériaux. Souvent, c'est les conservateurs par matériaux. Donc là, on a toutes les œuvres qui ont été restaurées, toutes les œuvres graphiques, papier. Donc on a des restauratrices papier. Mais on fait également des campagnes sur le textile, ou alors sur les peintures, ou alors sur les métaux. Donc là, c'est les œuvres qui vont être présentées dans notre exposition des chevaux et des hommes, hein, qui ouvre le 12 avril. Et en plus des restaurations, notre restauratrice nous prépare ce qu'on appelle les passe-partout, c'est-à-dire les supports de présentation pour l'accrochage des œuvres. Donc vous voyez, ce sont des formats qui sont tous les mêmes, des formats que nous on a choisis, standards, comme ça on garde les mêmes cadres et à chaque fois on remplace l'œuvre à l'intérieur. Donc là par exemple, ça peut consister en quoi de restaurer une œuvre graphique Alors ça c'était une œuvre qui était collée sur un carton, donc il a fallu la décoller de son carton et ensuite elle était très encrassée, donc il y a un nettoyage qui a été fait. Et là, elle a été mise à plat, donc elle est mise sous presse, on appelle ça sous presse, donc sur plusieurs couches de planches de bois pour l'aplanir. Et ensuite, elle a été fixée par des petites charnières invisibles sur un premier carton qui est là, et ensuite recouvert par la Marie-Louise. Et nous, ce qu'on fait au musée de la Grande Guerre, c'est qu'on fait une présentation à bord découvert, c'est-à-dire qu'on voit le bord de l'œuvre. Comme ça, on a accès à tous les détails de l'œuvre et on a l'impression qu'elle flotte un peu dans son passe-partout. C'est un choix de présentation qu'on fait au musée de la Grande Guerre. Voilà. D'accord, très bien. Bien, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire pour que les œuvres et les objets restent en bon état et qu'on puisse les présenter dans des conditions maximales au public.
Alors nous trouvons dans les réserves du musée, pour aborder une chose importante, c'est que les collections, elles s'agrandissent tout le temps. On acquiert de nouveaux objets, hein. Joanne, là c'est le cas ici sur ces étagères qu'on voit là. Oui, c'est des étagères dédiées sur les objets qui viennent d'arriver, qui sont en cours de traitement. Donc c'est vraiment les acquisitions des 2 ou 3 dernières années. Une chose très récente, et on trouve quoi donc, par exemple? Alors on trouve, quand on achète, on essaye d'acheter en direction principalement des prochaines expositions. Donc là, acheté lors d'une vente aux enchères au mois de novembre, un étrier de cavalier allemand pour notre future exposition des chevaux et des hommes. Donc vous voyez l'étrier et puis une petite pièce en cuir, un peu abîmée mais très rare. C'est ce qu'on appelle un sabot de lance. Donc c'était pour les cavaliers allemands qui étaient équipés d'une lance. C'était pour ficher la lance, pour la maintenir. Pour la maintenir pendant qu'ils chevauchaient. Exactement, oui. Tout à fait. Donc ça c'est un objet acheté dans une vente aux enchères, et ça c'est un objet acheté, par exemple, un autre objet acheté auprès d'un particulier. Donc c'est un casque allemand que l'on ne voit pas très bien parce qu'il est recouvert d'une toile camouflée en toile de jute. Pour les rendre plus discrets sur le champ de bataille. Oui. Et donc, oui, effectivement, ces objets, oui, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui les vendent. En fait, il y a un marché des objets de la Première Guerre mondiale. Oui, il y a beaucoup de gens qui collectionnent pour acheter ce type de pièces. Quelquefois, ils achètent que des casques allemands, ou alors ils achètent que des choses liées à un régiment en particulier. Et puis comme les collectionneurs, en fait, pour acheter d'autres pièces, qui revendent d'anciennes pièces. C'est tout un circuit, et on profite de ça pour enrichir nos collections. Voilà, donc vous avez donc découvert comment les collections s'agrandissent encore et encore et encore, d'où l'éternel problème de la conservation, ranger tout ça. Alors les collections du musée, elles sont bien sûr exposées, mais on va les diffuser et on va même les publier d'ailleurs. Hein. Là, Joanne, par exemple, on a cet exemple que tu voulais nous montrer ici. Oui, parce que les collections présentées, c'est bien, mais les collections publiées, c'est encore mieux. Et là, dans notre catalogue des collections, ouvrage publié en 2018, on présente une centaine d'objets. Parmi ces objets, on présente le fusil semi-automatique Meunier, donc une des pièces les plus rares des collections, et puisqu'on en compte moins d'une dizaine d'exemplaires aujourd'hui. Donc notre travail aussi, c'est, après avoir étudié les collections, de les faire apparaître dans les ouvrages, parce que c'est ça qui restera pour la suite, pour nos lecteurs, pour nos visiteurs et pour les gens qui travailleront après nous sur les collections. Ça deviendra une référence et puis ça fait vivre les collections. Exactement, et c'est souvent arrivé que des collègues d'autres musées, voyant nos collections publiées, nous disent « Ah, mais j'ai vu cet objet, j'aimerais bien l'emprunter pour notre exposition ». Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est de la diffusion, c'est aussi le prêt des collections à d'autres institutions. Oui. On va aller voir un exemple de ça. Exactement. Alors nous sommes dans la salle qui est consacrée à la religion et à la foi. Et là, vous voyez justement que vous ne voyez pas un objet qui est actuellement présenté aux États-Unis, au musée sur la Première Guerre mondiale à Kansas City, qui fait une exposition sur les aumôniers militaires. Donc on a envoyé une dizaine d'objets dans ce musée et ils sont actuellement présentés jusqu'au mois de septembre. Et une fois revenus au musée de la Grande Guerre, on les réinstallera dans nos collections permanentes. Alors je me trouve ici au milieu de tous les mannequins qui étaient présentés dans l'exposition Combattre loin de chez soi, qui s'est terminée début janvier 2025, parce que évidemment l'exposition, qu'elle soit permanente ou temporaire, c'est le moyen le plus simple et le plus évident pour faire connaître et diffuser les collections. Donc voilà, tout ce monde-là, il va falloir le démonter et le reconditionner pour le remettre aux différents endroits dédiés dans nos réserves. Vous voyez, donc les objets, ils vivent, ils sont prêtés, ils sont sortis des vitrines, on les photographie, on les publie. Donc vous voyez, tout ça, c'est la vie d'un objet du musée de la Grande Guerre.
Alors on se trouve ici dans les réserves du musée parce que Charlotte voulait nous présenter un objet qui ressort un peu insolite et effectivement c'est pas tout à fait courant par rapport à un objet sur la guerre. C'est quoi, Charlotte, ça? Alors, c'est une carriole pour chien. Donc, c'est un objet que le musée a acheté il y a assez peu de temps, en fin d'année dernière, auprès d'un collectionneur privé. C'est un objet effectivement qu'on n'avait pas encore dans nos collections, donc on est très content d'avoir pu acquérir cet objet. Les carrioles pour chiens, en fait, c'est le fait qu'on utilisait les chiens parfois pour tracter, pour transporter du petit matériel, surtout jusqu'au début du XXe siècle, vraiment jusqu'au premier quart du XXe siècle. Et ensuite, on sait que les chiens ont été aussi utilisés pendant la Première Guerre mondiale dans les services de santé, notamment pour transporter aussi du matériel. Ok. Et donc au départ, ça ne sert pas pour le service de santé, c'est une réutilisation. Celle-là, on suppose quand même qu'elle est plutôt issue du monde civil. C'était probablement une voiture pour enfants, en fait, une sorte de poussette. Une sorte de poussette, mais avec des chiens, sympa. Tirée par un chien. Comme principe. Pensez aux chiens pour tirer vos enfants, on n'y pense jamais assez. Donc oui, parce qu'effectivement, les services de santé vont se servir des chiens, à la fois pour trouver des blessés, à la fois pour transporter du matériel. Lors du week-end constituant, on a un chien qui vient, qui était une grosse bête, qui est capable de tracter ce genre de choses. Ça faut imaginer que du coup, ça va aller sur le champ de bataille, transporter le petit matériel, voilà, comme on pouvait croiser les soldats, quoi. Oui, effectivement. Et alors là, ce qui est assez rare aussi, c'est qu'on a réussi à avoir le harnais qui va avec, qui est une pièce encore plus rare finalement que la carriole elle-même. L'idée maintenant, c'est de présenter cet objet dans le parcours permanent. On a le projet vraiment de l'installer prochainement dans le musée pour qu'il soit visible des visiteurs. Oui, donc voilà, tous les objets ne sont pas forcément mis dans les collections, mais quand on en acquiert, eh bien, des fois, il y a l'idée déjà de l'intégrer directement dans la collection, ce qui sera le cas ici. À partir de quand tu as dit ça? De l'été prochain. De l'été prochain, ok, très bien. Voilà donc la carriole pour chien de la Première Guerre mondiale présentée par Charlotte. Alors pour terminer cette série, eh bien, on voulait vous proposer de découvrir un objet que Johan a remarqué, quelque chose qui ressort particulièrement pour elle dans les collections. Qu'est-ce que c'est, Johan? Alors il faut rappeler que dans les collections, il y a beaucoup d'objets. beaucoup d'objets. On est à peu près maintenant, aujourd'hui, en 2025, à peu près 100 000 objets, œuvres, documents dans les collections. Et c'est vrai qu'on a plein d'objets différents. Enfin, Mathieu vous en a souvent parlé. Et parmi ces objets, moi, il y en a beaucoup qui me plaisent ou qui me touchent pour plein de raisons différentes. Là, j'en ai choisi un pour cette série. C'est un objet qu'on appelle une secouette. Oui, forcément, là, il va falloir expliquer parce qu'une secouette, ça interpelle. Hein. Alors, c'est un objet qui était utilisé autrefois par les hommes pour mettre le tabac à priser. Alors, il se trouve dans une salle du musée, la salle sur la vie quotidienne, et dans la vitrine qui est consacrée au tabac. Donc, la secouette, elle est ici. Donc, c'est une secouette, on va dire, du commerce, qui était achetée par les combattants. Simplement, celle-ci, elle a été personnalisée avec des inscriptions 1914, 1915, 1916. Donc, on peut supposer que le soldat qui l'a gravé l'a fait en 1916. Il s'est arrêté là. Et de l'autre côté, l'inscription Argonne. Donc, ça veut dire qu'il était... il est servi en Argonne. Il est servi en Argonne, exactement. Donc, en fait, on plaçait le tabac à l'intérieur, à priser, et on le secouait. On secouait le petit contenant pour le faire sortir, et ensuite pour le consommer. Évidemment, le tabac, c'était quelque chose de très important pour les hommes à l'époque. Un compagnon, un réconfort, un moment de convivialité avec les camarades. Donc c'est un très très bel objet, moi je le trouve très émouvant. Eh bien écoutez, voilà, c'était donc la secouette. Vous savez maintenant ce que c'est le tabac à priser. Hein. Aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, hein, vous pouvez me le dire. Bien, j'espère que en tout cas la série sur la conservation vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Johan et Charlotte se feront un plaisir d'y répondre autant que possible. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis à une prochaine série sur TikTok.